Bonjour à tous. C'est vrai que les groupes de death, ça fourmille pas mal dans le coin. Bon, ok, les groupes de black metal aussi. Laissez-moi faire mon intro. Chacun apporte sa patte, sa petite pierre à l'édifice, sans asphyxier le style pour autant. Et si le genre amène parfois la violence à son paroxysme, il est de ces groupes qui misent plutôt sur le riffing pour structurer leurs morceaux. Ici, c'est totalement le cas avec ce groupe qui aime la déstructuration parfois, et qui met dans ses chansons une certaine énergie qui n'est pas sans rappeler les influences hardcore, mais alors très légèrement, n'en déplaise à Metal Archive, qui les classe dans le deathcore, metalcore, n'importe quoi. Dans tous les cas, si vous n'avez jamais entendu parler de ce groupe, vous seriez dans le déni total. Surtout depuis un passage assez remarqué au Hérésis Metal Fest 2024. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on reçoit Destructure. J'en profite aussi pour vous dire qu'à la fin des vidéos, il y a un petit débrief en off, donc vous pouvez rester jusqu'à la fin si cela vous intéresse. Bref, nous sommes le 14 avril 2025. Vous êtes dans les entretiens du Terril, et aujourd'hui je reçois Simon et Charlie, respectivement guitaristes et chanteurs du groupe. Salut les gars. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est cool de vous avoir dans les entretiens du Terril. Merci de nous accueillir. Eh ben avec grand plaisir. Alors, moi je vous ai connu avec cette EP, donc que vous distribuiez à la sortie d'un concert en 2017 il me semble, il est sorti le 10 novembre 2017. Alors au début j'ai cru que c'était au Tyrant, qui a eu lieu le 11 et 12 novembre 2017, mais j'y étais pas à cette édition-là, donc je pense que c'est au Go Hellfest. C'est possible ? Bon, alors apparemment, je crois que t'es plus au courant que nous parce qu'il y a du temps qui est passé et je me rappelle plus de tout ça. Ouais, il me semblait que le projet, en fait, au départ, on était qu'à deux avec Seb, basse guitare. Et donc, ouais, le projet est né en 2017. En fait, avec Seb, on avait des projets respectifs, on avait chacun nos groupes et en parallèle, en fait, on voulait se faire plaisir et puis enregistrer un projet plutôt, on va dire, death brutal, quoi. Ouais. Donc voilà, d'où l'idée de cette EP, en fait, un peu en démonstration de ce qu'on était capable de faire, en fait, et puis surtout aussi pour se faire plaisir, d'aller en studio, d'enregistrer ça dans des bonnes conditions. Oui. Et donc, ben oui, la première des promotions, c'est à l'ancienne, quoi. Il y avait Nirvana, à leur départ, ils avaient enregistré ça sous forme de cassette, et avec des vieux lecteurs cassettes, ils le dupliquaient, et puis distribuaient ça gratuitement, et ça a fait effet boule de neige, quoi, au bout d'un moment. Puis alors après, voilà... Le truc mythique, les mecs qui retrouvent une cassette de Nirvana, qui est une copie qui a 20 ans, bon, c'est sans prétention, on n'a pas fait ça pour ça, mais le but c'était de le partager en fait, quoi, donc voilà, quoi. Oui, et la qualité est tout de suite là, parce qu'en fait c'est déjà dans un boîtier en dur. Souvent les promos comme ça qu'on peut avoir, bah du coup c'est l'EP, c'est pas vraiment une promo, mais souvent ça m'est déjà arrivé d'avoir quand c'est distribué gratuitement, dans des enveloppes papier. Ouais, carton. C'est ça, ouais. Ok, et du coup c'était limité à combien d'exemplaires celui-là, vous le savez ou pas ? Alors on l'a pas limité, en fait, ça dépend le nombre de pressages que tu as envie de faire, en fait. Pour le côté technique, si tu veux une qualité de CD 10 pressé, il faut que tu en presses 500. Sinon, en dessous de 500, c'est une qualité duplication, le CD est moins de bonne qualité, en fait. Voilà. Donc je sais plus, genre, je crois qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre, j'avais dû faire 800 exemplaires. Si t'en revends un deuxième, on en a encore, si tu veux. Et j'ai vu que vous aviez enregistré ça au Boss Hog Studio. Ouais, au Boss Hog Studio, ouais. Alors c'est un truc du coin, c'est... Alors c'est à Montartois, Ouais, du côté de Béthune. Au-dessus de Lillers.
Et les 3 projets, en fait, on les a enregistrés chez lui. Hein, voilà quoi, c'est. En termes de recherche de son, ça correspondait à ce qu'on voulait faire. Et puis après, le feeling avec Clément, ça s'est passé très rapidement. Donc voilà quoi. On a à chaque fois été super content de la qualité de mix et de mastering. Donc voilà, le premier EP, une bonne gifle. Alors on était passé par, c'était la première fois que je produisais un album, on va dire, enfin que je produisais quelque chose, et donc on dit souvent, il faut que le mastering soit fait dans un autre studio que le studio d'enregistrement et de mixage. Donc celui-ci, ça avait été mixé par le Tower Studio du côté de Bordeaux. Et en fait, il a fait un très bon travail, hein, mais j'ai pas trouvé que le mastering apportait quelque chose de différent, de mieux, on va dire, sur le mixage. Donc sur le premier album, on a dit à Clément, toute carte en main, quoi. Mix master, c'est pour toi. Là, deuxième album, c'est pareil. L'enregistrement, c'était avec Olivier. Ouais. De Electric Box, et après Clément reprenait le projet pour la partie mix master, et voilà, pour le deuxième album, clairement on s'est pris une belle claque, quoi. Sur la qualité du son. Ok. Ouais. En fait, l'EP, c'était un projet démonstratif, je sais pas si c'est le bon terme. On n'était pas dans l'idée de le projeter en live. Donc on voulait se faire plaisir, on voulait aller en studio, s'entendre dans des bonnes conditions de son et se faire plaisir avec Seb. Donc en fait... Donc vous avez fait appel à Romain... Oui, Romain Goulon, en fait, Romain Goulon, à l'époque ex Benighted, nécrophagiste, en fait, lui, il a son propre studio, et je lui ai envoyé les compos, il les a rumanisés, en fait, on va dire, voilà, il avait les compos avec la batterie faite par ordinateur en MIDI, et lui, il l'a joué en vrai dans son propre studio, et donc le but, c'était, on aurait pu passer par la version MIDI, hein, ça se fait, hein, mais bon, je voulais vraiment une prod humaine, quoi, pas un truc machine. Oui, il y a beaucoup trop de projets où ça s'entend quand la batterie elle est trop mécanique, et à moins de faire du cyber metal ça peut passer, mais bon. Puis Romain Goulon, c'est quand même un mec qui a un niveau quand même assez extrême, qui a quand même une touche assez groove et groove voire jazzy, donc c'était ça aussi qu'on attendait de lui, c'est que je suis pas batteur, et que quand je vais composer la musique, au niveau des breaks, batterie, c'était là où il pouvait enrichir, quoi, au niveau du jeu de cymbales, ce genre de choses, quoi, c'était que du plus. De toute façon, quand il nous a rendu la version finale, c'est pareil, ça a été une belle claque de dire waouh, voilà quoi, la qualité de son et la qualité de jeu, voilà. Ok. Et donc après, forcément, en fait, le but, c'était, au bout d'un moment, on s'est dit, nos projets respectifs avec Seb commençaient un petit peu à battre de l'aile. On s'est dit, pourquoi pas l'amener en vrai, quoi, l'amener sur scène, quoi, et voilà. Donc, on avait la connaissance de Charlie, qui a été ok pour se raccrocher au projet. On connaissait Max, pareil, on lui a demandé, il a écouté, il était ok pour se raccrocher au truc. Donc voilà. Donc après, on est parti pour le mettre sur scène. Ok, parfait. Donc dans le P, au niveau du line-up, sont crédités donc Simon guitare-chant, Sébastien à la basse, Romain à la batterie. Aujourd'hui, Romain il est remplacé par Max, un ancien Dunkelnart. Charlie, donc toi, en chanteur principal, à la place de Simon, donc toi qui se concentre uniquement sur la guitare. Du coup, donc ça c'est depuis 2008 à peu près, il me semble. Du coup, voilà, c'est ça. Du coup, vous trouvez votre petite stabilité. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que ça tienne dans le groupe et dans un groupe en général aujourd'hui, dans le métal extrême? C'est la bagarre. La bagarre. Non, c'est... en fait, on a eu la chance, comme il disait Simon, de se connaître déjà un petit peu de base avant, sauf avec Max qui, lui, a son école de batterie, la Drum Live Academy. Et donc, lui, il est, on va dire, directement un peu intimement lié au fait d'être professionnel déjà. C'est-à-dire qu'on reste dans un cadre de travail, etc. Et du coup, ça amène tout de suite une bonne cohésion d'équipe, le fait d'avoir quelque chose de structuré et voilà, on est là pour bosser, et quand on se voit, bon, certes, on est potes, on rigole, on peut boire un coup, etc. Mais il y a quand même le travail avant tout, je pense. Et il y a aussi la passion forcément du métal
qui fait que on est tous là pour ça aussi, c'est que voilà, on a tous grandi avec ça, on a voulu en faire à un moment donné, et quand ça se concrétise avec des gars qui sont déterminés et prêts à bosser, ça donne vraiment l'envie de faire les choses bien. Et puis en tout cas moi c'est ce que je ressens c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai intégré le groupe des Structures, donc à partir du premier album. Et c'est vraiment ça, je pense, qui nous tient, entre guillemets, entre nous, qui nous lie. C'est cette passion-là, du travail bien fait, d'aller sur scène, d'amener des belles choses, quoi. Oui, totalement. Et puis de toute façon, s'il n'y a pas un bon état d'esprit au sein d'un groupe, ça finit par casser à un moment. Ouais, c'est ça. Où il y en a un qui finit par se barrer, et puis voilà quoi. Ouais. On en connaît beaucoup des situations comme ça. Ouais. On a eu plusieurs expériences, et c'est vrai que c'est avant tout le sérieux qui prime, je pense. C'est ça. Ouais. On est là pour bosser, pour la passion. Derrière, on s'éclate quand même un peu à faire ce qu'on fait, mais le but c'est de bosser, quoi. Ouais, c'est ça. Quand même. C'est ça. Proposer quelque chose qui soit bon, quoi. Carrément. C'est la base. Et d'ailleurs, alors on reste toujours sur l'EP. Il y a Flo Butcher, chanteur de Balance of Terror, qui fait une petite apparition donc sur la chanson Aesma Daeva. Est-ce que vous avez d'autres plans pour avoir des guests sur des futurs albums avec des gens, j'imagine que vous entendez bien avec les Balance of Terror, avec Flo, entre guillemets, et est-ce que vous serez intéressé par faire d'autres guests avec des potes ou quoi? En fait, pas spécialement, non. En fait, on s'est posé la question je me suis posé la question pour le deuxième album. Parce qu'on va pas se mentir, c'est aussi un peu le truc, un peu tendance. Après, non, je sais pas. Là, franchement, on n'avait pas. Il aurait fallu que ça vienne de Charlie, par exemple. Voilà. Vu que souvent la plupart du temps, les guests, c'est plus au niveau des chanteurs. C'est plus difficile d'intégrer un guest. C'est moins sensationnel pour un guest basse ou un guest batterie, c'est encore plus compliqué. Alors, je me suis posé la question. Ça aurait pu. Moi, je suis pas soliste. Donc, dans la forme solo shred, quoi, voilà, technique. Donc, je me suis posé la question, pourquoi pas trouver un gratteux qui venait poser un solo. Ce serait resté une chanson pure album. Voilà. Du coup, en live, on n'aurait pas pu la reproduire. À moins de se croiser avec le guitariste ce soir-là pour dire, ok, tu viens poser ton solo sur la chanson. Donc voilà, on ne joue pas toutes les chansons du dernier album, on les joue pas tous sur scène. Mais l'histoire du guest, ça me posait le problème de dire ça, voilà. Du coup, ça fait une chanson qui est moins réalisable en live, en fait. Oui, du coup, c'est vrai. C'est vrai que vu sous cet angle. Alors, j'avais lu une interview sur Nawak Pos, un site qui date de février dernier. Dans le webzine, c'est un webzine, dans l'interview vous qualifiez de moderne death metal. Je suis assez d'accord de toute façon, parce que Metal Archive il vous classe en deathcore metalcore. Alors bien que ton chant sur le premier EP peut sonner un peu plus hardcore que actuellement le chant de Charlie. Enfin, moi, c'est mon ressenti à l'écoute, en tout cas. Ouais, je trouve que l'appellation, elle est... Il y a peut-être des petites influences, tout comme il peut y avoir des influences hardcore dans un groupe de grind, sur des moments qui sont plus riffesques. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette appellation sur Metal Archive? De metalcore, deathcore. Sur Metal Archive, vous êtes qualifié comme ça. Okay, ouais. Et moi, je suis plus totalement d'accord avec le moderne death metal. En fait, c'est intimement lié à ce que chaque instrument va jouer, y compris la voix. Je pense que on peut très vite basculer d'une étiquette à l'autre en fonction des titres ou même d'un placement de voix particulier. Je l'ai vu avec l'apparition du chant clair dans le dernier album, par exemple, où ça a renversé un peu plus mon étiquette. On va dire. Et il s'intègre bien, ça passe franchement bien, j'ai adoré. Merci beaucoup. De rien. J'étais pas sûr c'était pas une certitude, c'était pas une conviction, je voulais pas imposer le chant clair. Mais c'est pareil, en fait, vu la manière dont on compose, l'occasion s'est présentée. Et puis vu que, je suis pas un grand chanteur lyriciste, genre choral, etc., ou orchestral, etc., mais j'ai quelques notions qui m'ont permis d'aller chercher des notes que je trouvais intéressantes de par la composition. Et en fait, c'est un peu nos limites pour nous,
à partir du moment où ça parle au cœur, je pense. La musique, c'est ça avant tout. Et alors, pour les appellations, pour les étiquettes, nous, on n'est pas... Bon, finalement, on n'est pas fermé. Nous, on s'est appelé modern death metal parce qu'on le ressent comme ça. C'est-à-dire qu'on aime bien voilà, la création du death telle qu'elle est arrivée dans le monde de la musique, avec une touche de moderne, sans passer par... sans vouloir mettre d'étiquette style gent, etc. et tout. En fait, c'est une manière pour nous, je pense, d'appeler le death un peu nouveau qui a pas trop de limites dans les directions qu'il veut prendre. Donc ça nous laisse un peu de souplesse de pas avoir une étiquette trop collée, non, on fait ça et puis on est comme ça et puis on s'identifie comme ça. C'est plus c'est libre, on va dire. Oui, bah ouais, de manière générale, de toute façon, en vous écoutant, j'ai pas l'impression d'entendre non plus du death old school, en Pumchak, ni du brutal death, comme peuvent les faire Balance of Terror, hein, par exemple, ni du brutal death tech, ni du gent, ni ça. Mais en fait, on a quand même la base death metal, et puis voilà quoi. Complètement, et puis ça marche en live, en tout cas, ça marche très bien. Ah bah super. Voilà. Et d'ailleurs, alors au niveau du nom du groupe Destructure, donc c'est un jeu de mots pour dire déstructure, la déstructuration, qu'est-ce que vous cherchez à déstructurer? Quelle signification? Est-ce qu'il y a une raison profonde à ça? Ou c'est juste pour la signification, pour le jeu de mots, on va dire, avec l'anglais destructure, destructure? Ouais, c'était pour le jeu de mots, alors en plus de ça, en anglais, ça fonctionne pas. Parce que les Anglais disent death structure, donc je suis pas certain qu'ils le comprennent tout de suite au premier abord sur le jeu de mots destructure. Peut-être moins le... En fait, dans la manière de composer, ce qui m'avait fortement influencé, c'était les groupes, pas forcément ce que je voulais laisser transpirer, mais ce que j'écoutais et ce que je trouvais de transcendant dans le moment. C'était les groupes, ce qu'ils appelaient madcore, peut-être pas Dillinger Escape Plane, mais un groupe canadien, là, je l'ai plus sous le nom... Enfin bref, avec des parties quand même assez, on va dire la convention intro, couplet, refrain, interlude, refrain, outro. Bah c'était pas la méthode d'écriture qu'on voulait avoir quoi. En fait, que j'aurais voulu, voilà. C'était vraiment, on avait un riff et en fait c'est aussi une influence de la région en fait quand je devais avoir, quand on a commencé à faire de la zik et qu'on avait 18-20 ans. En fait, la plupart des groupes de la région faisait de la musique totalement déstructurée en fait. On avait j'ai un trou de mémoire, forcément je veux citer des trucs. L'ancien groupe de David de Virgile. Faudra aller voir ça parce que j'ai pas en tête. Heretic Process. Ah putain ouais, mais je les ai vus, je les ai fait jouer à l'époque où il y avait la fille au chant. Je les ai fait jouer à un festival en 2008, c'était pour un projet étudiant, c'était à Douai. On avait appelé ça le Uberlandia Fest parce que c'était pour financer un voyage au Brésil avec le BTS. Et Heretic Process, comme je connaissais Mélodie, on les a fait jouer d'ailleurs, ils ont ouvert. Trop bien. Et donc en fait c'est ça, je pense que la plupart des groupes de l'époque faisaient une musique comme ça en fait, une musique assez brutale, incisive, peu importe les influences qu'ils avaient. C'était même Morpain, on a joué avec eux récemment, voilà, c'était une construction brutale et quand on la compose, peut-être que pour l'oreille de quelqu'un ça pourrait dire ok, la première des ressentis. Là, le premier des ressentis, ça pourrait être genre ok, les mecs qui passent du coq à l'âne. Voilà, c'est riff par riff. Mais non, forcément, il y a eu quelque chose, il y a eu une conception, un ressenti, une évolution. Et alors, à contrario, en fait, en vrai, pour composer des bonnes musiques dans le schéma intro, couplet, refrain, bah c'est plus dur en fait si tu veux vraiment lui donner. C'est ce qu'on a fait peut-être plus sur le nouvel album, là sur le deuxième album. Et en fait, il faut plus se concentrer sur le riff en se disant ok, ce riff là, il défonce, c'est la base de la chanson. On peut le rebalancer plus loin dans le morceau. Il sera pas redondant, on va pas se faire chier quoi. Voilà. Et peut-être que bah oui, dans les premiers opus qu'on a pu composer, c'était vraiment voilà, on voulait avancer, on voulait pas se prendre la tête et c'était ça voilà. Peut-être ce côté
voilà pourquoi ce côté déstructuré en fait Oui. de la musique. Et c'est l'avantage des groupes underground qu'ils n'ont pas de, on va dire, d'obligation face à un label voilà, d'être totalement libre de faire ce qu'ils veulent. De toute façon, ça c'est super important. C'est pour ça que j'adore l'underground aussi. Il y a beaucoup plus de liberté, moins de cloisonnement. Complètement. Alors du coup, il y a 2 albums, donc Paroxysme en 2021, Le Déni qui vient de sortir en 2025, en février, je crois. C'est ça. Je me rappelle du truc, c'est bon. Alors, comment ils ont été reçus ces albums d'ailleurs? Alors déjà, il y a une grande différence, c'est que celui qui est sorti cette année, en février 2025, Le Déni, est sorti sous le label MNO Music. Donc là, on a senti une vraie différence parce que on a la sensation d'avoir un accueil, que l'album est écouté en fait de par le fait que MNO va dispatcher à travers les webzines, les radios, etc. Toute la promotion de l'album. C'est vrai que c'est l'avantage. Et alors là, c'est un peu le jour et la nuit. C'est-à-dire que nous, dans notre ressenti, on va dire dans la conception du matériel, du rendu, on part sur la même initiative. C'est-à-dire qu'on a mis, je pense, autant de cœur pour l'un que pour l'autre. Mais l'accueil du dernier nous fait comprendre que voilà, t'as beau faire toute la musique que tu veux avec le talent que tu as, etc. Si t'as pas un suivi derrière, en fait c'est compliqué. Enfin, c'est pas du tout le même ressenti. C'est clair, je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de groupes underground que je finis par dénicher en lisant des zines papier ou des trucs comme ça, et je me demande pourquoi c'est pas aussi bien distribué et tout. Mais oui, c'est des trucs qui sont souvent autoproduits, indépendants, donc ça apporte quelque chose d'avoir justement derrière le label. MNO Music donc. Ils ont pas mal de sorties depuis 2009, j'avais vu un peu, notamment Deep in Hate aussi en Brutal Death, et de... Je ne sais plus où, je vais pas dire de conneries. Je sais plus si c'est de Paris ou d'ailleurs. Et du coup, c'est vous qui avez démarché le label ou... Ouais, en fait, c'est de la prospection, en fait, on va dire un peu par hasard aussi, quoi. Et après, c'est du dialogue avec Alexandre Sabat sur ce qui était possible de mettre en place et de ce qu'il nous proposait. Et voilà, quoi. Donc, ouais, ouais. Ok, nickel. Au niveau des sujets abordés, bon, j'ai pas eu accès au texte, mais vu les titres de chansons, on a l'air de se retrouver sur pas mal de thématiques qu'on peut retrouver plutôt dans le thrash metal, des sujets un peu sociaux, politiques. Il y a, quand on voit les titres Civil War, Life of Misery, Critical Point of Humanity, Stupid Paradise. Vous parlez aussi des lois de l'univers dans une interview. Ça m'intéresse du coup. Une interview en anglais ou... Ah, ça doit être ça, non? Non, c'est celle au Hotfest. Quand on parlait des sujets abordés à un moment, vous parlez aussi des lois de l'univers. Ah, exact. Donc les sujets, la question en soi, c'est pour résumer la question. En gros, les sujets abordés. Ouais. Ouais. Les sujets abordés, il y a une question. En fait, c'est plus une analyse de ce qui nous entoure. C'est un constat, c'est-à-dire moi je ne suis pas forcément la politique, j'ai pas cette culture-là, j'ai pas cet intérêt en fait. C'est juste un constat de ce qui nous entoure, quand on voit les gens comment ils se comportent, etc. Les nouveautés quotidiennes, les nouvelles qu'on peut avoir via les infos, etc. C'est une analyse en fait permanente de ce qui est en train de se passer. Et donc c'est un petit peu un pas en arrière, un pas de côté, pour analyser tout ça et essayer de mettre des mots là-dessus, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'en fait c'est difficile de comprendre ce qui se passe. Donc, et le raisonnement par lequel on était d'accord, c'est un peu le déni, donc c'est le titre du dernier album. Et c'est un peu ce constat d'observer que les gens se sont créés une forme de protection, de voile en ce qui concerne la réalité. C'est-à-dire que le monde prend une tournure qu'on n'arrive pas forcément à saisir, à comprendre, avec quelque chose qui fait peur. Il y a une espèce de tension globale
qui fait qu'on n'arrive pas à soit se battre, soit se mettre un voile en fait, en gros. Oui, je suis assez d'accord. Ouais. De toute façon, le climat de peur instauré, peu importe le pays dans lequel on vit, je pense qu'aussi il est voulu parce que derrière, après, ça fait des gens lambda, des moutons plus dociles. C'est ça. C'est une règle empirique, même déjà Machiavel il en parlait dans Le Prince, voilà. Ouais. Quoi. Donc c'est sûr que ouais. Et donc après au niveau des textes, des chansons, enfin les titres, etc. J'ai pas beaucoup, mon oreille se porte pas toujours vers les textes dans le métal. Pourtant je suis chanteur et je devrais peut-être y prêter un peu plus attention, mais c'est plus le ressenti global de ce que la musique va me procurer, c'est-à-dire l'énergie, un peu cette violence soudaine qui donne un peu la pêche, la rage, tout ça. Mais du coup j'ai pas trop de refs qui me dirige vers le choix des textes. C'est plus vraiment du ressenti personnel tel qu'on le perçoit, etc. Et donc je parle de plusieurs sujets. Je peux parler de la confiance en soi ou aux autres. Je peux parler de la question de l'humain dans l'existence, par exemple le fait d'avoir une conscience, de savoir qu'on vit, qu'on meurt, etc. Ce qui nous écarte un peu des animaux, en fait, finalement. Oui, et surtout à l'époque de l'intelligence artificielle, c'est bien d'avoir conscience de sa propre existence. Et justement, j'aborde aussi les thèmes de l'intelligence artificielle ou d'une réalité un peu dans l'ambiance Matrix, on va dire. C'est-à-dire le côté, genre, est-ce qu'on vivrait pas dans une simulation ? C'est des questions ouvertes en fait. C'est pas genre on vit dans une simulation persuadée, complotiste, etc. Non, c'est plus le côté et si c'était le cas. Et voilà, il y a ce rapport-là. Et il y a aussi le rapport avec le titre comme You Know You Have To sur le dernier album, où c'est un humain face à une machine, un peu esprit Terminator aussi, où voilà, il y a donc l'IA qui débarque dans nos vies. On a eu des sujets de science-fiction comme les films qu'on a pu voir étant plus jeunes, et on essaie de créer un lien avec ça en se disant attends, on nous a prévenu il y a 20-30 ans dans les science-fiction que ça allait merder, et vous êtes en train de faire exactement ce qui se passe là. Et donc voilà, il y a aussi ce rapport là, et c'est vraiment un constat, une analyse de ce qui nous entoure. Ouais. Ok. Au niveau des artworks maintenant. Donc pour l'EP, Marie Vanel est créditée. Oui. Pour le premier album, MC Illustration, c'est Brian. Oui, On reconnaît son style. C'est lui qui a fait la couverture de Dans l'ombre des Terry en fait. Oui, je me suis douté. Ouais, on reconnaît son style ouais, de toute façon. Maintenant tu me dis, ouais, j'avais pas prêté attention. Ouais, carrément. Et pour le Denis, c'est Mario Nevado. Alors parlez-nous un peu de ces collaborations, tout simplement. Comment ça s'est créé, qui a démarché qui, sur quelle idée vous partiez, est-ce que ça a été, ou est-ce que l'idée de départ a beaucoup évolué après avec les propositions des artistes. Voilà, tout ça. Sur le premier EP, en fait, c'était mon ex-conjointe qui était graphiste. Donc voilà, c'était un travail de collaboration déjà sur la création du logo, sur toute la partie utilisation des logiciels que je ne gère pas en fait. Voilà quoi, je peux dessiner, je peux avoir de la conception, mais alors avec Paint t'es un peu tu peux faire de belles choses, mais voilà, faut s'appeler Osvaldo pour faire un clip pour DJ Super alors. Ouais. Le premier album, donc c'était une conception personnelle que j'avais en tête, appliquée donc avec, comme je disais, mon ex-compagne qui était graphiste. Pour le premier EP, pardon, et pour le premier album, donc c'était avec Brian, donc MC Illustration. Donc je voulais aussi faire valoir de ce qui était capable, enfin de ce qui se fait dans le Nord-Pas-de-Calais, quoi. Donc voilà. Quand on a un groupe et qu'on a une page Facebook avec une adresse mail, on est constamment bombardé par plein de trucs, par des pubs, voilà. Donc puis après c'est une histoire aussi de moyens, de budget, et donc je trouvais intéressant le travail qu'il faisait. J'avais envie de mettre en lumière aussi un artiste du coin, quoi. Ouais. Voilà. Et puis c'était une belle représentation de ce que j'avais en tête, en fait, de ce qu'on avait en tête, de l'image, voilà. Oui, donc on a l'arbre qui pousse sur des crânes, au milieu d'une sorte de grotte, il y a des roches.
Là, il y a une illustration qui est plus complète au format A3. Ouais. En fait, on a un ciel, on a un château, enfin voilà, il y a du détail, hein, il y a vraiment poussé dans le détail, ouais. En fait, voilà, forcément, on est passé d'un format A3 rectangulaire sur une pochette de CD carré, quoi. Donc, on a condensé vraiment le milieu du visuel. Et où on peut trouver l'illustration complète, du coup ? On l'a en poster qu'on vend en merchandising. Ouais. Ah, c'est super ça. Ah, c'est une super idée, je trouve. Surtout quand il y a autant de détails, comme tout le travail de Brian, de toute façon, c'est incroyable. Il paraît qu'il travaille à la loupe aussi. J'ai entendu dire ça. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, on a fait notre pas release party, mais écoute d'album. Si, non, pas pour la release party, oui, pour le listening party. Listening party, donc c'était au Carré des Halles à Lille. Ils font ça souvent, ouais. Et là-bas, il y avait ces illustrations d'affichés. Et nous, on était trop contents. Enfin, en tout cas, moi, quand je m'en suis aperçu, parce que je me suis dit, mais c'est le gars qui a fait l'illustration de notre premier album. Il y a affiché là où on fait écouter notre deuxième album, quoi. Donc, son trait est reconnaissable. Tout de suite, et bon choix du coup. Bravo à Simon pour avoir déniché ce gars-là, parce que effectivement, ça colle avec la musique. Et puis, voilà, c'est comme il dit, faire vivre quelqu'un qui est du coin, qui a la même passion que nous, quoi. Oui, puis c'est marrant parce qu'il est plutôt spécialisé dans le black metal, du coup, lui, en fait. Mais bon, il se donne pas de barrière, je pense, et puis voilà, il a une commande, il fait, et puis au final, c'est vrai que du coup, ça fait un peu black metal, mais il y a le côté un petit peu coloré. Pour rattraper le coup, pas faire tout noir et blanc. C'est ça. C'est ça. Nous, on a mis un peu de beige pour se retirer du black. Et enfin, donc le déni. Alors le déni, on est sur quelque chose de beaucoup plus coloré, avec cette sorte de zombie qui sort d'un lac gelé, ou de terre, non ? De terre, ouais. C'est de terre, ouais. Avec des usines derrière, un paysage industriel, tout dans des tons bleus et verts. Alors qu'est-ce que ça représente ? Enfin, qu'est-ce que ça signifie ? Cette fois-ci, pour le choix de l'artwork, je voulais trancher en fait avec ce qu'on avait fait, quoi, pour pas avoir quelque chose de redondant. Je voulais vraiment passer, et en cherchant sur la toile, voilà, je suis retombé sur Mario Nevado, qui a cette approche vraiment stylisée, moderne, voilà. Et il est aussi, lui aussi, à travers ses dessins, ça transpire un peu le même message qu'on veut passer. Donc je savais que ça allait matcher, quoi. Donc voilà. Il a un super tableau en fait où on voit un visage féminin fait par une association d'arbres et d'êtres vivants. Et on a un pistolet qui vient tirer sur ce visage qui est constitué d'entreprises, enfin bref, de tout ce qui peut être sale et généré par l'humain. Donc déjà rien que ça, cet artwork, ça aurait pu faire la pochette de notre album. Je trouvais que ça défonçait. Et donc voilà, lui nous avait proposé en fait de travailler un nouveau projet, quelque chose qui serait vraiment unique pour l'album, quoi. Donc on est parti sur l'idée, on savait que l'album s'appellerait Le Déni. Comment on arriverait à travers les textes, notre message, à donner une représentation physique du déni, quoi. Voilà. Donc on a travaillé ensemble pour arriver à ce résultat, et bon, c'est pareil, quoi. Il nous a mis une belle claque, quoi. Puis il a conçu toute la pochette, hein, donc il n'y a pas que la cover, hein. De toute façon il nous a fait, voilà, il y a le dos de couverture, il y a le sablier derrière, d'accord, il y a l'intérieur, enfin voilà, il a travaillé vraiment tout le packaging, quoi. Donc voilà, c'était aussi pour passer une étape au-dessus, quoi. On est passé sur quelque chose d'un peu plus développé au niveau visuel, quoi, on va dire, quoi. Oui, puis elle est belle. Alors il y a similitude entre les deux albums, qui est quelque chose qui sort du sol. C'est vrai. Au final. Sans vouloir faire d'analyse à la con, hein. Non, mais c'est marrant cette approche. On n'avait pas forcément checké ça, enfin de notre point de vue. C'était plus les sujets, le sujet principal. Mais c'est vrai que ça sort de terre. Peut-être lié à la nature, hein, finalement. Ouais. C'est peut-être inconscient. Vous avez bien fait de venir, vous avez assez quelque chose. Carrément, sur nous-mêmes. Exactement. Alors, ensuite, j'avais vu une interview dont vous avez joué au Outfest 2023 et l'année dernière au Hérésis. C'est du coup, quel est votre rapport avec les festivals de la région en tant que public, ou même est-ce que vous avez joué à d'autres festivals dans le coin ?
Est-ce qu'on a joué à d'autres festivals? Là, tu me prends de court, là, je sais plus. On a joué... Ah oui, on a fait Furious, ouais, c'était cool, l'année ça. dernière. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Ok. En fait, voilà, c'est... On va pas se... comment dire... Les festivals sont là, on les démarche, ils nous prennent, c'est bien, ils nous prennent pas, tant pis. Un peu de ça, ouais. Donc voilà quoi, donc non, on entretient de bonnes relations avec Vincent du Furious, puis voilà, on a rencontré aussi les gars du Aresis, c'était super cool, on a passé une bonne soirée, et puis le festival... il est adorable. Le festival il était énorme. Après on a joué au Metal CH4 aussi avec les gars du Metal CH4, avec David, Joël, tout ça. Donc voilà. Voilà, le milieu malheureusement se restreint en fait, il y a de moins en moins de choses quoi, comparé à il y a une vingtaine d'années où on avait quasiment, chaque ville avait son petit festival quoi, sur Vingles, sur Neulémine, enfin bref, il y en avait partout quoi. Il y en avait partout et je pense pas que le public se soit restreint, je pense que en fait les initiatives se sont restreintes en fait. On nous donne moins de possibilités, et puis peut-être voilà, quand je sais pas, genre c'est la vieille expression, on peut pas être à la ville et au champ. Ouais, non, mais t'as raison. Après, ils ont le mérite d'exister, justement, de par... Ils ont le mérite d'exister de par toutes ces contraintes-là, effectivement, où avant, il y en avait peut-être plus. Mais là, on ressent aussi, en tout cas, moi, j'ai pas l'occasion de faire beaucoup de festivals en tant que public, et j'ai la chance, à l'inverse, d'en faire en tant que musicien. On voit aussi que le public est au rendez-vous, par contre. On sent qu'il y a un besoin quelque part, et là-dessus c'est vraiment cool quoi. Bah oui, le public du Nord il se bouge pas mal. Alors je suis pas 200% d'accord, j'ai repéré ce que Simon avait dit dans l'interview du Hotfest. Des gens qui se donnent les moyens d'organiser les festivals, il y en a de moins en moins, il disait. Mais alors en fait je pense qu'il y a l'effet Covid qui fait qu'on a ça a fait fermer plein de salles aussi. Plus personne a... Alors là je parle des petits concerts. C'est vrai qu'il y en a un peu moins en fait depuis le Covid. Par contre, en termes de festivals, je trouve qu'il y en a qui se développent qu'il y en a de plus en plus de festivals. Alors peut-être que par rapport à il y a 20 ans, moi j'ai découvert les concerts underground en 2008. Donc il y a 20 ans, je voyais pas un peu le paysage du métal extrême dans le Nord, j'étais pas trop au courant du truc. Mais je trouve que maintenant il y a une dynamique qui reprend petit à petit. Mais il faut donner envie aux gens parce que, en plus, comme la vie devient de plus en plus chère, les groupes ont des conditions financières qui augmentent aussi, comme tout augmente. Donc, en fait, ça part du constat où en fait les groupes ont besoin de jouer. Donc, on va les vieux, tu sais. Il y a 20 ans en arrière, on faisait du café-concert, il y en avait partout, donc pareil, dans chaque ville, il y avait moyen de jouer dans des cafés-concerts. Et donc, quand on veut se donner un peu plus de visibilité et qu'on veut jouer dans des meilleures conditions, c'est soit des cafés-concerts, ou soit on passe sur des SMAC ou des scènes beaucoup plus importantes, où c'est complexe de pouvoir les démarcher. C'est des salles qui ont des ERP à 800 personnes, donc avec 3 groupes locaux, on ne les va pas forcément remplir, et il y a eu beaucoup de festivals. Je pense que les festivals qu'on voit maintenant dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même des anciens, c'est quand même tous des icos quoi. C'est quand même tous des icos qui se sont dit allez, on va se donner les moyens, créer une association, on va se bouger, on va louer une salle, quitte à perdre un billet, c'est pas grave, mais on veut se faire plaisir, et voilà. Et donc voilà, je pense que le métal dans la région, il tient à ça, il tient à la volonté de musiciens qui créent des associations pour créer des festivals, parce que justement, il n'y a pas d'initiative locale qui laisse la place à ça en disant il y a un créneau pour vous. On viendra pas nous chercher quoi, clairement quoi. Et donc il faut se battre pour ça. Donc voilà, que ce soit le Metal CH4, que ce soit le Brutal Swampfest, que ce soit le Circus, c'est tous des anciens icos en fait, ou c'est tous des icos encore qui par la passion de se dire on va faire un festoche sur lequel on pourra peut-être aussi jouer et puis faire plaisir à des potes, et ça part de ça. Et il y a pas vraiment d'initiative. Alors peut-être que je suis mauvaise langue, ou alors je sais pas. Mais je vois plus autant d'initiatives de personnes passionnées par le métal de prendre les devants, de créer une association et de faire un concert, de créer un événement et de créer un festival. Ouais. De ton point de vue, c'est le constat que
C'est le constat que j'ai, quoi. Et après, le café-concert, ouais, bon là, par contre, clairement, c'est l'hécatombe, quoi. Que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais ou partout en France, le café-concert, ça existe de moins en moins, là. Dans la région, Il y a la on Bras de Cave, quoi. Voilà, quoi. Après les petits, des salles très très petites, c'est pas forcément... Bon, je vais pas être mauvaise langue, parce que c'est bien qu'il y ait des salles qui fassent jouer des groupes, mais c'est des salles où j'ai pas forcément envie d'aller tout le temps, parce que c'est trop petit, où on voit rien, c'est la Malterie, ou... il y en a une autre très petite aussi, je sais plus le nom. Le Bulle Café, je crois. T'as tous des poteaux en plein milieu. La Bulle Café, l'île Moulin, Oisem. Ouais. Je sais pas, mais pour moi c'est quelque chose. J'ai pas encore mis les pieds, je pensais que c'était un truc quand même un peu plus important. Mais... C'est pas un bar qui fait un coin. Ça fait le coin. Ah, je vois. J'avais vu Sai SIGH, le groupe de black metal japonais avant-gardiste. Alors, ouais, et je suis arrivé là et j'ai fait. Faut qu'on se foute devant tout de suite, on va rien voir en fait. Mais c'est bien que les salles aient des initiatives, mais c'est pas toujours les meilleures, on va dire, conditions. Ils font ce qu'ils peuvent, on va pas leur jeter la pierre, c'est très très bien que ça existe déjà. Attention, faudrait pas déformer mon propos, mais voilà. Par quelques années en arrière, sur l'île, des cafés-concerts pour rock metal, t'en avais 4 ou 5. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on s'en fichait, c'était samedi soir, on va boire un verre ou, je sais pas, à tel endroit il y aura un concert, on verra bien. Au Midland sûrement. Voilà, au Midland. La Chimère à l'époque. La Rumeur, enfin il y en avait... Voilà, les agressifs. Voilà. On savait que le même soir, vendredi, samedi, il pouvait y avoir 3 ou 4 concerts de métal de groupes locaux dans l'île. Voilà, ce qui ne se fait plus, quoi. Totalement. Ce qui ne se fait plus, pas par le manque de groupes, mais par la manque de moyens. Les groupes maintenant, ils peuvent avoir des carrières qui s'envolent grâce aux réseaux sociaux, alors qu'en fait ils ne font pas tant de concerts que ça et qu'ils n'ont pas tant de moyens de jouer que ça en fait, quoi. Oui, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis, qu'aujourd'hui les orgas, c'est surtout des musicos. J'avais jamais fait le lien, mais en fait c'est vrai. Nous, on est au Battle in the Nord. Alors moi, je suis pas musicien, je suis secrétaire de l'asso pour le Battle in the Nord, mais c'est à l'initiative de James, qui est chanteur d'Alchemia. Et puis dans l'association, c'est quasiment tous les membres d'Alchemia, de toute façon, qui organisent le Battle in the Nord. Il y a que moi qui suis dans aucun groupe. Le Insat Room, il y a quelques gars qui ont des photos de profil avec des instrus dans les mains, donc ils ont des groupes. Metal Sage 4, il y a Joël, donc Sumus Diabolus Incarnatus. On a quoi d'autre? Le Brutal Swamp, il y a Flo qui est dedans, de toute façon. Le Tyrant, je sais pas trop après. Ils sont assez discrets, je connais juste le gars de Now Noise, Alex, vite fait. Je sais même pas s'il a un projet à côté, mais c'est vrai, c'est une réflexion que je m'étais jamais faite en fait. C'est ça, si on veut jouer, on va créer une asso et puis on va sortir les doigts du cul en gros et puis on va organiser des dates, tout simplement, ouais. Ouais, c'est ça qui fait vivre pas mal la région. C'est vrai que les fests, du coup, j'ai l'impression qu'il y a plus de fests que de dates de concerts maintenant en one shot, mais après ça vient aussi de la fermeture des lieux, comme tu disais, des cafés-concerts, des quoi. bars, malheureusement. Maintenant, à part la Bras de Cave. Pas grand chose quoi. C'est compliqué. On y était jeudi, il y avait une date de Black, avec Alchemia qui jouait aussi, et puis un groupe finlandais. On s'est retrouvé à 15 personnes malheureusement. Mais en semaine, ils ont fait aucune promo. Puis ils annonçaient un prix à 15 balles. Ils ont baissé à 10 le jour J, parce que bon. Mais du coup, sans promo et avec le prix qui était sorti que la veille, les gens ils se sont pas bougés. Et puis c'est en semaine, sur l'île c'est compliqué. À une époque, ça bougeait beaucoup plus en semaine. C'est vrai. Ouais. À part des cas exceptionnels, voilà quoi. Après, il y a le Black Lab aussi maintenant. On est sur une salle. Alors pour moi, c'est un peu plus intermédiaire déjà. Oui, mais c'est très bien. Ouais. C'est très très bien que ça existe. Il en faut. Ouais. Ça évite d'aller se garer pour l'aéronef par exemple, qui est pas facile d'accès. Et moi, je suis allé voir un groupe là-bas qui répétait. Donc ils ont des salles de répétition. Et en fait, ils laissent un créneau disponible pour faire une date aux groupes qui répètent sur place. Le mardi ou jeudi, il y a un truc comme ça. Et donc pareil, j'avais vu un groupe donc local qui s'appelle Misère d'ailleurs, je leur fais un coucou. Donc je suis allé les voir sur une scène comme le Black Lab où je me suis dit mais c'est trop bien en fait cette opportunité. Et je trouve que ils ont créé quelque chose de bien parce qu'on peut recevoir des stars américaines. On a été voir Black Dahlia Murder et nous on a pu faire notre release party là-bas. Alors certes c'était une organisation différente, mais en tout cas c'est une belle opportunité quoi. Ah mais ouais, jouer au Black Lab c'est une bonne opportunité quoi. Ils chopent des sacrées dates. Moi bon je suis plus dans le black, il y a déjà eu Marduk qui est passé.
même si je suis pas fan de Marduk en live, je n'ai pas été les voir au Black Lam, mais il y en a eu 7 Rotting Christ, ça, c'était fou quoi. Ouais, c'est vraiment une salle qui a vraiment son utilité aujourd'hui, je trouve. Ils ont bien fait d'ouvrir ça. Et on a eu les gars de Montpellier aussi, les gars de Hypnose. Avec le 5 Ouais. Ouais. Ah, moi je suis complètement fan de ce groupe. Alors dans ma toute première interview, Nico il me parlait de ce groupe aussi. Ah ouais, excellent. Que j'ai jamais été écouté. Du coup, voilà. Si ça revient 2 fois sur mes 3 premières interviews, faut vraiment, c'est un signe. Ouais. On parle des lois de l'univers, là j'y crois, tu vois. Et ils ont chopé un batteur. Alors l'ancien était très bien, mais du coup je les ai vus avec leur nouveau batteur et il est monstrueux. Et il y a un petit côté, il y a un bon côté Frenchy Gojira chez Hypnose, avec comme on peut retrouver sur les moches parts des premiers albums de Gojira, très saccade, avec un beau jeu de lumière, etc. C'est vraiment exceptionnel. La voix elle est pas commune, c'est pas une voix en fait il a une espèce de note qui prend un peu le dessus sur ses screams et qui peut paraître un peu brouillon. Mais ça donne le charme vraiment du chanteur, ça fait quelque chose de commun quoi. Ok, bon va vraiment falloir que j'aille jeter une oreille dessus quoi. Oh, c'est bien. Ouais, bah voilà. Je fais la promo d'Hypnose. On n'est pas sponsorisé ici, j'ai pas assez d'abonnés. Ça marche pas. C'est pas grave. Alors, une citation maintenant toujours de cette interview de Max. Dans le milieu métal, beaucoup de monde se tire dans les pattes. Parce que je suis assez d'accord. Ouais, faut pas l'écouter. Oui, mais il y en a d'autres qui n'ont pas être grande famille du métal, tu vois. Mais bon. Toujours le mot pour rire, ce fameux Max. Ah oui, ouais. Belle rigolade. Non, mais rigolade. après, voilà, c'est un constat. Il y a aussi beaucoup qui ont un ego surdimensionné, qui cherchent à... C'est un peu vrai, malheureusement, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Déjà dans le retour de date quoi, dans l'échange de date quoi, parce que c'est pareil, les concerts se font par l'initiative d'un groupe, on rend pas forcément l'appareil, voilà. Après nous on s'arrête pas à ça, on s'est fait des bons potes quoi. Oui, et puis on peut remercier notamment Stengel ouais, qui voilà, nous a ouais. fait jouer à l'aéro pour un retour de date quoi. Voilà, ouais, carrément là c'était the retour de date quoi. Donc ouais non, on se prend pas la tête, on a Iron Will avec qui on s'entend bien, on a fait pas mal de concerts avec eux. Puis voilà, dès qu'on peut Rennes et Nantes on a donc à Nantes Anésis. on a avec Anésis ouais, qui bon viennent de concert. La Rochelle, Ouais. avec Firewheel on est descendu. Super. Donc voilà, donc on essaie de créer des liens, on essaie de créer des contacts quoi, parce que quand on organise une date, c'est toujours du stress d'intendance. En dehors du fait de dire on va se faire plaisir, on va jouer, c'est faut ramener le matos, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que là, voilà. Et donc du coup on se concentre là-dessus sur les groupes avec lesquels on a joué, avec qui ça s'est bien entendu, et voilà quoi. Et puis bon alors après il y a des de toute façon c'est la vie hein, c'est comme ça, il y a des gens ils nous aiment pas, c'est tout, point barre. Après comme dans tous les voilà, milieux, comme je dis souvent, il y a l'humain derrière, donc les humains sont pas toujours Après au-delà du fait de on n'aime pas, il y a aussi ce côté genre nous on fait notre truc. En fait, c'est quand je parle des autres groupes, c'est on peut croiser des groupes où on ressent qu'ils sont ils sont dans leur projet et voilà, c'est eux avant tout. Et ce qui est c'est pas grave non plus en fait en soi. Je pense que quand tu montes un groupe, tu fais la musique que tu as envie d'entendre. Déjà, ça me semble logique, c'est la base. Et puis tu le fais aussi pour toi, pour ton public, etc. Mais bon, après les autres groupes, après c'est de là à se tirer dans les pattes, je sais pas, ça nous est pas trop arrivé. Non, je pense pas, non. Mais en tout cas, il y a ce côté genre chacun fait un peu son chemin quoi. Ouais. Puis moi je crois aux lois on va dire de l'attirance un peu aimant De l'univers. en mode des aimants, Ouais. c'est-à-dire que tu finis toujours par tomber sur des gens qui ont la même vision que toi dans la scène en fait. Complètement. Et puis faut pas faire gaffe à ceux qui sont là Ouais, c'est ça. pour casser les pattes des autres. Tu vas Voilà. forcément avoir des atomes crochus avec d'autres projets, ouais, c'est clair. Je pense que on l'a tous vécu un peu comme ça depuis le temps qu'on écoute de la musique. Ouais, De toute façon, complètement. ouais. Et justement, il faut aussi beaucoup de sincérité. Justement, Max il en parlait, la sincérité de la musique. On prend en exemple Bono et qui va en vacances sur des yachts et qui derrière fait des appels à aider les pauvres ou je sais plus quoi. Ouais, genre. Oui, c'est ça. Il a des rêves de grandeur, Max. On peut pas lui en vouloir.
Ça arrive, c'est Ouais. des choses qui arrivent. Mm. Allez, au niveau des influences et des goûts, j'avais repéré que Meshuggah revenait beaucoup. Et il s'avère que Non, tu c'est pas- portes... Voilà, j'envoie pas les questions avant en général, sauf si on me le demande, et tu mets un t-shirt Meshuggah, j'allais aborder le sujet. En 6 exemplaires. Du coup, je suis perdu avec tout ça. Ah oui, mais Meshuggah sont très connus pour avoir inventé un peu le terme gent. On en parlait tout à l'heure du gent, du coup. C'est quoi votre avis sur cette scène, donc avec des groupes comme Textures, Animal as Leaders, Tesseract, After the Burial, The Algorithm, tous ces trucs-là un peu compliqués à écouter. Bah, il y a un côté, c'est arrivé, j'ai l'impression, un peu comme un mot étiquette mode. Le gent, ouais. Parce qu'en fait, c'est voilà, il y a un style qui est reconnaissable dans les espèces de coups de saccade, de on mute, on démute et on fait groover la chose. Et du coup, c'est un peu un mot à la mode, je trouve, un mot qui a débarqué il y a pas si longtemps que ça. Et c'était marrant parce que je voyais quelques youtubeurs américains rigoler sur ce mot. On fait du gent, mais on fait que du gent. Et c'était vraiment du coup devenu un style à part entière. Mais en fait, pour moi, ça fait partie un peu de tous ces groupes de metal, de death, comme ça, un peu technique, un peu déstructuré, qui sont arrivés avec ça pour coller au kick de batterie et puis créer des patterns intéressants sur des mesures composées, tout ça. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et en ce qui concerne la frange du death la plus brutale death technique, et des fois poussée à outrance, je pense à Archspire ou Rings of Saturn. Ah bah, Votre avis là-dessus? ah mais moi, je ne bouffe que ça en ce moment. Genre Archspire, je suis complètement fan. Alors j'aime bien le côté très machine, très pas possible en fait. C'est vraiment arrivé au summum de ce C'est qu'on peut inhumain. arriver. Ouais, c'est complètement inhumain. Mais alors, j'ai fait l'expérience aussi de ralentir un peu les musiques d'Archspire. Parce qu'il y a plein de fois où je me suis dit, mais ça fera un super riff en vitesse normale, quoi. Pourquoi l'accélérer enfin? Ouais. Alors, moi j'aime bien le côté genre méga speed et tout. On a l'impression, ouais, vraiment que c'est accéléré, leur musique est accélérée. Et il y a une espèce de maîtrise. Je pense qu'il y a une recherche de puissance et de technicité dans le métal. Il y a toujours eu un peu ça. Et du coup, je pense qu'on arrive à des limites qu'on pensait pas voir arriver un jour. Et eux, ils débarquent et ils raflent tout. Et il y a des côtés un peu plus spé avec Ring of Saturn où ils ont des sonorités un peu qui viennent de l'étrange, des ovnis, quoi. Ring of Saturn, de toute façon, si ça parle pas d'espace, c'est problématique. Ouais, c'est ça. Mais même ça se ressent dans leur musique et dans leur manière de jouer, etc. Moi, je suis absolument pas fermé à ces mondes-là, dans le sens où c'est encore une exploration de la musique qui pousse les limites. Et il n'y a pas pour moi, il n'y a pas on devrait pas avoir de limites. On peut ne pas aimer, Oui. on peut adorer, détester, etc. Mais moi, je trouve ça cool. Et encore cool, le mot est faible, quoi. C'est vraiment waouh. C'est Impressionnant. Comment ça se fait que ça existe, quoi, et comment ils font, ouais. Ouais. À une époque, j'étais fasciné par les solos en sweeping de Rhapsody, et puis après, j'ai découvert ça, quelques années après. Alors, j'en écoute pas, c'est vrai que ça donne un peu mal au crâne quand même, mais de temps en temps, s'en envoyer un petit, voilà, c'est sympa, quoi. Ouais, Pas ouais. un album complet, mais ça. Et alors, un groupe, je sais pas si vous les connaissez, je sais pas si ça existe encore, c'était Brain Drill. Ultra technique, à la base, tu dis, mais c'est inhumain, c'était incroyable. Bien brutal death. Il y a un truc que j'ai aimé chez Archspire notamment, c'est que, à mon avis, ils savent que leur musique, elle est, entre guillemets, moins accessible que déjà le métal, il est inaccessible, enfin, pas inaccessible, mais en tout cas, il y a une espèce de barrière entre le commun des mortels, qui a du mal à s'accrocher au métal de par le côté distorsion ou la voix qui s'enraille. Et puis qu'il n'y a pas de structure, parce que en fait quand ouais, c'est ça, les on gens peut pas se qui rattacher à... n'écoutent pas de métal ils m'en parlent, c'est en gros il n'y a pas de structure, et puis le chant, parce qu'on a été éduqué à écouter des chanteurs dans la pop culture, et puis avoir des structures couplet-refrain, un break, c'est ça, et puis c'est ça. voilà. Une facilité d'écoute. Chose qu'on n'a pas à part beaucoup plus dans le heavy par exemple, d'accord, il y a des Ouais. structures couplet-refrain, c'est pour ça qu'on commence souvent par ça. Ouais.
Mais il y a le côté mélodieux qui nous raccroche aussi. En fait, on essaye de trouver quelque chose qui nous raccroche. Animal as Leader, c'est pareil, c'est difficile. C'est jazzy, ouais. Et si on n'a pas une oreille initiée, soit au jazz, soit au métal, il y a moyen de s'y perdre très rapidement, quoi. Et Arcspire, ce qu'ils ont fait, ce qui était cool, en tout cas de mon point de vue, c'était d'aller chercher un public via leur clip. Je pense à un clip, c'est Drone Corps Aviator. Et en fait, ils ont joué un peu sur le gore, c'est-à-dire qu'ils jouent des mecs pilotés par des espèces de patchs de machines et tout, etc. Et ils finissent par exploser parce que la pression est trop forte ou ils poussent un peu trop les tests sur eux et tu vois les têtes exploser et tout. Et en fait, ils ont buzzé parce que on montre ce clip à nos mamans. Et en fait, on voit les réactions, les react tout de leur maman sur ce clip-là. Et en fait, tu les vois rigoler parce que elles savent que c'est pas vrai, mais il y a ce côté genre, oh, mon Dieu, mon fils, qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment cool comme approche de passer à travers la barrière métal via le visuel. Ça, c'était vraiment intelligent. Je sais pas si c'est grâce à eux ou si c'était le fruit de leur imagination ou bien de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'était bien pensé, ouais. Ok. Du coup, maintenant, on va parler un peu des passionnés. Votre évolution musicale, un peu ce qui vous a mis dedans et vos goûts actuels et passés. Et puis voilà, quoi. Un avis sur la scène aussi, pourquoi pas. Tu veux commencer ? Ouais. Allez. C'est un vaste sujet, mais bon. On a le temps. Donc sur quoi ? Sur mon... Ton parcours musical, comment t'es tombé dedans, ce que t'écoutes, quels sont tes goûts et ton évolution, quoi, au fil du temps, en gros. En fait, mon père écoutait du hard rock, donc les classiques AC/DC, Led Zeppelin, Trust, voilà. Et donc, je pense que je viens d'une famille où déjà les gens sont intéressés par la musique. C'est-à-dire que déjà la musique, c'est quand même une démarche où si tu t'intéresses pas, tu vas écouter ce qui tombe dans les mains. Donc, la télé, la radio. Voilà. Donc je pense que je viens déjà d'une famille où que ce soit ma grand-mère ou ma mère ou mon père, ils s'intéressaient déjà à de la musique, ils allaient la chercher, alors que c'est très vaste, hein, de tout en fait, hein, voilà. Et donc le rock'n'roll, le hard rock, ok, c'est cool, mais je voulais un truc plus dur, voilà. Donc je demandais à mon père qu'est-ce qu'il y a de plus dur que Trust. Tu peux écouter Kiss. Bon, ok, on va à la médiathèque, on écoute Kiss. Ok, papa, c'est pas ça que je veux. Tu peux écouter Judas Priest. Ok, Judas Priest, je suis pas trop fan, le côté heavy chanté, ok, c'était pas ça. Donc je suis tombé dans le hardcore techno, genre Thunderdome, Banzai, les trucs bam 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 bam. Ça c'est bien ça. Ah ouais, ça se rapproche parce que... Bon, enfin bref. Donc je trouvais pas ce que je voulais. Et donc arrive le collège, les années néo-metal, comme on en parlait tout à l'heure. Donc pour pas néo-metal, mais The Offspring. Tout ça gravitait autour du néo de toute façon. Et puis en fait, je pense que ce qui m'a intéressé, c'était le chant scream en fait, le fait de gueuler en fait, quoi. Voilà quoi. Donc on aimait bien Nirvana, on aimait bien quand il gueulait. Il y a eu comment ça s'appelle Linkin Park, ok, c'est super, il y a Chester qui gueule, mais tout le côté à côté néo, ça m'intéressait pas, je voulais vraiment le côté agressif en fait, quoi. Et je restais sur ma faim. Donc il a fallu que je fasse un accident pour me retrouver 15 jours à l'hôpital, pour que l'hôpital soit, il me propose le soir de regarder la télé avec le satellite, chose qu'on n'avait pas à la maison. Et il y avait MTV2 and Bangers Ball. Bon, ok, je tombe là-dessus et tout, je dis, waouh, ça défonce. Et il passe le live de Sepultura, Under a Pearl Grey Sky. Et donc, pour moi, ça a été une grosse claque, quoi. Max Cavalera, genre, waouh, je dis, mais ça défonce, c'est ça que je voulais. Voilà. Donc du coup, ouais, le métal, ça arrivait avec ça, quoi. Sepultura. Donc, à l'époque, on allait dans les disquaires, on pouvait écouter, voilà, machin. J'étais à fond dedans, quoi. Sepultura. Premier gros concert de métal, c'était Soulfly à l'Aéronef.
Et puis bah après voilà quoi, je devais arriver peut-être 18-20 ans, donc c'était les groupes de métal quand même assez accessibles dans le thrash death, donc les Slayer, Sepultura, Pantera, ce genre de choses en fait quoi. Soulfly à l'aéronef, c'était pas la première partie de Korn 6 juin 2006. Zénith. Non, ça c'était au Zénith, ouais. C'était au Zénith. Ouais, j'y étais. Ok, ouais, pareil. Et puis bon voilà quoi. Donc après le trash death, ça m'a un peu trop réverbératif on va dire quoi. Donc découverte du hardcore. Pareil dans la région c'était groupe de hardcore à fond de balle quoi. Donc le hardcore, Born from Pain, Hatebreed, on a commencé à faire de la musique et puis donc pour nous c'était pareil quoi. C'était la révolution quoi. On fait du hardcore quoi. Et puis très rapidement, on est revenu au death metal. Après, on a eu accès à Internet, donc on a pu avoir une plus grande découverte des groupes de metal, enfin de death quoi. On va dire en metalcore aussi, Chimera, ce genre de choses. Chimera. Ouais, voilà. Et puis Internet, à cette époque-là, on prenait contact avec des groupes locaux via MySpace. Je me souviens, c'était une plateforme de malade qui a fait son temps. Hein. Il y a des MySpace encore en ligne, mais t'as plus rien dessus. Mais ça existe encore. Plus personne l'utilise. Donc voilà. Pour ton évolution. Pour mon évolution, ouais. Peut-être plus récente là, ce que t'écoutes actuellement. Ça s'est approfondi dans le death plus technique quoi. Donc Black Dahlia Murder. Après il y avait en groupe technique The Faceless. Moi à côté qui sont des ovnis Meshuggah parce qu'ils sont inqualifiables en fait. Pour eux ils se disent death metal en fait. Hein. Meshuggah c'est du death metal quoi. Mais bon voilà ils ont inventé un style à eux-mêmes quoi. Ça a été un peu plus dur au début. Même Black Dahlia Murder c'est pareil, il a fallu en fait c'est la plupart du temps pour moi la révélation c'est en live en fait. J'avais des potes qui écoutaient, si écoute tu vas kiffer pour la compo, puis en fait ça me plaisait pas plus que ça. Black Dahlia je les ai vus à Lille en concert gratuit au Bistrot Saint-Saul, c'était une grosse claque. Meshuggah c'est pareil, il a fallu que je les vois au Métallurgical, bon c'était la révélation, et après bon voilà. Et bon alors après il y en a plein, on va pas tous les citer quoi. Ah bah non on va pas faire un listing non plus. J'aime bien aussi le Opes, tu vois, dans des trucs un peu plus mélo quoi, tu vois. Je suis assez ouvert hein, tu vois. Ouais, voilà. Et de toute façon, le live c'est là que ça prend toute sa dimension. C'est ça qu'on voit les capacités d'un groupe. En fait, outre la composition, moi ce que je kiffe c'est quand même la qualité de son. Il y a des groupes où tu te rends compte qu'en fait, peu importe les conditions dans lesquelles ils jouent, dans les grosses pointures, quand ils se pointent, ils ont quand même une qualité de son où ça te reste dans l'oreille quoi. Mastodon, tu vois, c'est pareil, les mecs ils développent un son, une qualité de son où quand même, voilà quoi, tu vois, ils ont un grain bien particulier quoi. Meshuggah, même si on n'aime pas leur musique déstructurée, extrêmement complexe, le son il est énorme quoi, c'est voilà quoi. Ouais. Pour ma part, moi je viens d'une famille qui écoutait pas mal de musique, mais dans tous les genres en fait, il n'y avait pas trop de limites. C'était mais ce qui nous a raccroché avec mon frangin, donc j'ai suivi un peu la trace du frangin qui était très porté Nirvana, etc. Et puis qui avait les copains musiciens déjà. Donc ça m'a orienté directement un peu vers le rock. Donc j'ai commencé calmement avec pareil Offspring, Blink 182. Après je suis passé sur Korn et là ça a été genre un peu une révélation, genre ce côté un peu néo-metal, mais parce qu'il y avait ce côté, une approche un peu groove et quand même mélodique. Tu vois, je me rendais pas compte à l'époque, mais c'était vraiment du chant pour Jonathan Davis et une maîtrise folle. Et le batteur me amenait une espèce de groove assez ouf, et il y avait la puissance des grattes. Et donc ça a été des caps comme ça. Je suis passé du chant au scream avec Chimera. Et après, il a fallu pas mal d'années avant que j'arrive dans le death, mais je pense que celui qui m'a ouvert la porte, c'est peut-être plus Gojira, je pense. Ouais, c'est Gojira. Et ça a été une espèce de petite révélation. En plus, ils sont français, donc il y a le petit côté fierté nationale.
bien avant les JO. Et après, ça a été un petit peu l'escalade, mais je pense qu'il faut accepter des choses dans le métal, pareil, tant qu'on on les voit pas en live, ou que y a pas quelqu'un, un de nos potes qui aime bien et qui transmet la chose. Enfin voilà, c'est une espèce d'escalade. Alors jusqu'à arriver à Arcspire et Ring of Saturn. Mais j'écoute pas que ça, hein, je rassure. Mais je suis quand même passé par des phases un peu cool, gent, comme on parlait tout à l'heure. J'ai découvert l'électro aussi dans le métal avec Born of Osiris. Et après, ça m'a orienté vers des groupes comme Veil of Maya, After the Burial, qui sont voilà, un peu du mouvement gent, mais très groovy encore. Et je pense que du coup, je suis bien lié quand même au côté genre un peu rap metal. J'ai un peu une phase entre les deux. Et toujours garder un aspect quand même mélodique. Je suis quand même fort attaché à la mélodie. Si on reste que dans le dur, que dans le 0-1 de la guitare, je peux aimer, mais j'ai mes limites aussi. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi, par exemple, quand j'ai revu Seb et Simon pour intégrer le projet des structures, c'est qu'il y avait quand même pas mal de mélodies qui pouvaient apporter cet éventail de possibilités et pas rester que sur le dur en fait. Et bah ça, je pense que c'est important aussi, le côté musical, c'est la musique avant tout. T'as le rythme, mais t'as la mélodie aussi quoi. Et là-dessus, bon, je pense que on est tous ou moins d'accord là-dessus. Après, chacun ses influences. Mais Suga, j'ai jamais vraiment accroché, mais comme il dit Simon, c'est une évidence que tu te prends une claque de son et d'univers bien à eux, où tu dis, tu peux pas rester indifférent en fait. Que ce soit en positif ou en négatif, hein, ils ont leur truc quoi. Et c'est passionnant de découvrir des projets comme ça. Et d'aller chercher dans les limites de ce qu'on peut entendre, ce qui est possible, etc. Ouais. Ouais, mais je suis assez d'accord sur la mélodie parce que bon, moi je suis plus typé black metal, c'est vraiment mon truc de prédilection, mais je vais plus m'emmerder avec un Marduk qui bourrine tout le temps. Enfin, je préfère quand ils sont mid-tempo, alors que des groupes de black finlandais qui mettent de la mélodie partout, c'est génial quoi. C'est vraiment plus mon truc. Donc je comprends totalement, je suis totalement d'accord. Ouais, puis ça joue grave sur les émotions quoi. Enfin, c'est ça. Ouais. Ça génère des émotions du coup. Ouais, complètement, ouais. Et après, du coup, la question, elle comprenait aussi le côté, genre, comment nous on arrivait à faire de la musique. Ben, si vous voulez, vous pourrez en parler. Ouais. On peut parler de vos projets passés aussi, du coup, et ce qui vous a amené jusqu'à des structures, du coup. C'est l'occasion. Bah, tant que j'ai le micro, je commence. Vas-y, enchaîne. Bah moi j'ai commencé par suivre mon frangin qui à l'époque c'était un peu mettre, il s'était fait mettre un petit peu à la porte par son groupe parce que il y avait pas assez de sérieux. Et moi, étant adolescent et je voulais suivre un peu le mouvement du frangin et tout. Et en fait, on s'est retrouvés ensemble et ça a été un peu le lancement dans la musique. J'ai commencé par la basse et je baquais les voix de mon frangin. Je connaissais les musiques par cœur. Et c'était un truc un peu typé rock grunge qui tirait un peu vers le métal. Et mais pareil, très mélodique, très chanté, avec seulement un cri de temps en temps. Vous aviez pris quel nom ? Ça s'appelait Smoz. Voilà. Smoz. Et mon frère continue toujours en solo, sous le nom de Romain Smoz, tout simplement. Mais donc je continue de le suivre toujours un petit peu avec distance, parce que j'ai des projets qui ont pris le dessus, etc. Mais je l'enregistre à la maison, on revoit ses compos, on tourne des clips, etc. Donc moi je suis toujours soutien dans le grand frère qui m'a mis dans la musique. Après je suis passé à la batterie j'ai fait d'abord un peu de scream dans un groupe pour tenter. Bon voilà, après on va dire que c'était mon époque Chimera où j'avais envie de faire pareil que Mark Hunter et de gueuler dans un micro, et puis il y avait des gars de Harn qui étaient bien motivés. Et après je suis passé dans la batterie direct metal, pas trop death mais quand même bien metal, parce que je me suis retrouvé avec des potes qui aimaient beaucoup Gojira
Et donc on a suivi un peu cette mouvance-là pendant, allez, au moins facile 6-7 ans, quoi. Et donc ça s'appelait Mandragore, et ça s'est transformé en Magnetic à un moment donné. J'en ai entendu parler, j'ai déjà vu le logo passer. Ok, Magnétique, ouais, bah, c'est possible. Ouais, en tout cas, on était un petit groupe local qui bah, voilà, qui nous a fait bien plaisir pendant pas mal d'années, et ça fait partie des expériences qui m'ont marqué en tout cas, et que j'oublierai pas. Et puis voilà, moi je travaillais la batterie, donc c'était quelque chose de très tribal, très instinctif. J'adorais ça, quoi. Et après, je me suis orienté un petit peu sur des compos perso comme mon frangin le faisait. J'ai fait un petit peu de rap avec un projet qui s'appelle Vide, mais je faisais plus les parties instrumentales et les backs, parce que j'ai rencontré un gars dans la ville où j'habite, qui est très très fort en écriture, et j'adore ce qu'il fait, etc. Donc on s'est alliés à deux pour faire ce projet-là. Et en même temps, j'avais rencontré, re-rencontré Simon et Seb pour le projet des structures. Voilà. Et My Dark, entre-temps, c'est là où on s'est connus. Ça a duré une petite année, mais j'étais encore à la batterie à l'époque de Magnetic, voilà. Et là, donc, je me suis à fond porté sur le chant. J'ai travaillé la chose. J'étais pas... je suis toujours... Je considère pas que je suis au max de mes capacités, parce que je pense qu'on peut toujours apprendre, mais j'essaie de varier entre donc le scream, le growl et le chant clair, et je continue de peaufiner un peu donc la technique vocale. Voilà, c'est quelque chose qui me passionne, et voilà, c'est un peu mes premiers amours de la musique métal aussi, c'est la voix, comment t'es capable de faire ça avec ta voix, comment tu la transformes sans trop se faire mal, enfin tu vois, voilà, c'est intéressant. Alors moi j'ai commencé par un groupe de claquettes. Comment dire. Ouais, ça a dû arriver vers l'âge au début du lycée. On avait tous une petite gratte, et puis on gratouillait pour apprendre les classiques, quoi. Voilà, quoi. Et je pense qu'après, dans une classe standard de lycéens, t'as pas forcément 15 métalleux dans la classe, quoi. Non. Donc si dans ta classe il y a 3-4 métalleux, tu te retrouves vite, en fait, quoi. Donc voilà, même sans être métal, dans la musique, d'écouter du rock ou de la musique Des underground, punks, voilà. Hein. Donc bon, en fait j'avais fait le dingo, je m'étais craché en vélo, et en fait je m'étais déplacé le larynx, et puis j'avais chopé un gros œdème, et en fait j'ai pas pu parler pendant un bon bout de temps, et en fait quand j'ai récupéré une voix, où je parlais comme ça tout le temps, en fait. Donc d'où, je sais pas, j'ai compris que je pouvais hurler très fort sans me faire mal. Alors ça me faisait mal quand je parlais, mais je pouvais hurler très fort avec ce gras, ça faisait pas grand chose. Ça, voilà. Bon, plus la découverte de Max Cavalera, je me dis bah tiens, on peut en faire quelque chose, quoi. Donc du coup, je sais pas, j'étais au lycée, en fait il y avait un grand couloir, ça faisait une réverbération naturelle, et en fait on s'amusait à gueuler comme des gros dingues, genre Donc il y en a des, on dit ah ouais, t'es qui toi, qu'est-ce que tu fais, tu gueules comme ça? Bah nous on fait un groupe, et j'ai rencontré des potes, et puis on a commencé, enfin des mecs, et on a commencé à faire de la musique comme ça, quoi. Donc voilà, donc au départ j'étais chanteur malgré moi, on va dire. Et puis en fait en découvrant de plus en plus de projets musicaux, Cavalera c'est un de mes idoles, mais c'est monocorde qu'il fait. Voilà, il peut pas, il est quand même assez monocorde dans sa gueulante, quoi. Et donc moi c'était pareil, en fait, et je me sentais pas le niveau de ce qu'on aurait voulu faire comme reprise, ou de ce qu'on aurait voulu développer, en fait, et ça m'a vite lassé, en fait, d'être au chant. Et à côté de ça, même si j'avais pas le matos, je continuais c'était l'époque du hardcore. Bon, même sur une guitare sèche, tu peux faire du hardcore, quoi, tu vois. Donc voilà, on a commencé à composer comme ça. Très rapidement, je me suis mis à la guitare, et puis voilà, c'est l'instrument sur lequel où je me sentais le plus à l'aise et le plus à même à pouvoir composer
parce que c'est un instrument qui est pratique, quoi. Ça coûte pas cher, ça prend pas de place, ça fait pas trop de bruit comparé à la batterie, quoi. C'est un investissement, quoi, la batterie. Avec un quoi. petit 10 watts, ça sonne tout de suite, tu peux faire chier les voisins, c'est bon. Voilà, exactement. Non, et puis donc voilà, donc les projets, bon, on en a eu plein, des projets, des noms, voilà, c'était des noms incroyables. On s'est rencontré avec Charlie dans un projet, c'était quoi, metalcore, on va dire. Ouais, c'est ça. C'était quand même bien speed, mais c'était du metalcore un peu accéléré et un peu plus brutal quand même. Ouais. Je devais avoir des projets où à l'époque les line-up ils tenaient pas, c'était un peu compliqué. Donc il y avait un pote Osvaldo qui cherchait un gratteux pour raccrocher au projet. Il n'y avait pas forcément besoin de composer. Bon bah je me dis c'est bien, c'est cool, je vais me raccrocher au truc. Et on a eu Thomas de Arcanan qui a raccroché aussi à notre projet en parallèle et puis qui joue dans Unfate maintenant et en fait donc du coup Arcanan leur guitariste s'en allant, ils cherchaient un gratteux donc ils m'ont proposé de jouer avec eux, donc j'ai pas mal tourné avec eux, c'était une bonne expérience, ils avaient quand même des belles scènes quoi, on a fait pas mal de belles scènes un peu partout. Et donc en fait, donc pour Arcanan, je jouais leur nouvel album, hein, et puis on était dans une optique d'en composer un deuxième. Ça a été compliqué de composer un deuxième album, d'où l'idée de me dire moi je vais voilà. En plus c'était cool, hein, c'était du metalcore, mais j'avais envie de faire quand même des choses un peu plus dures. D'où l'idée de Destructure et du premier EP en fait de Destructure, c'est venu là-dessus en me disant je peux pas mentir à ce que je suis, c'est-à-dire il y a des choses qui me viennent naturellement et ces compos j'en ferai jamais rien parce que je peux pas les développer dans Arcanan, c'est beaucoup trop bourrin, c'est pas l'esprit du truc. Donc en parallèle je me suis dit si j'ai envie de me faire plaisir ce sera là-dessus, ce sera du pur death metal et je vais pas me mentir et je vais pas il y a certaines choses auxquelles on apprend, on garde de l'importance et on n'a pas envie de les biaiser quoi, donc on en est arrivé là-dessus sur des structures. Voilà. Vous avez tous les deux bien rodé votre CV musical avant d'arriver dans des structures quoi. Ouais, c'est ça. Je te dirais que des musiciens, des bons musiciens, il y en a plein. Et moi là en ce moment dans des structures je le considère comme une chance d'avoir ces icos avec moi où on a cette même volonté de pérennité, de créer quelque chose de constant dans une peut-être que on est arrivé un peu sur le tard, hein. Tu peux regarder, il y a des mecs, ils arrivent, ils ont 20 ans et ils jouent tous super bien, ils s'entendent super bien et le groupe, ça y est, c'est la folie. Nous, on a une moyenne d'âge de maintenant 30-40 ans. Même si le projet maintenant, il a combien? Alors 2018, ça fait 7 ans, voilà. Donc on a commencé, il y a quoi? On avait une trentaine d'années, quoi, un truc comme ça, quoi. C'est la résultance peut-être du passé, du fait que dans les groupes, il y a toujours quelque chose qui fait pour que ça aille pas. Voilà. Pas forcément la même volonté de même musique, des embrouilles humaines, donc du coup et puis des projets de vie, il y en a qui se barrent parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, donc et puis pas forcément la même non plus la même motivation et l'engouement à vouloir porter le projet à un certain seuil en fait dans l'investissement financier et humain que ça prend quoi. Donc là maintenant moi en termes de musique je suis totalement épanoui quoi avec des structures dans ma fixette c'était ça de me dire est-ce qu'on va réussir à porter ce projet jusqu'à un deuxième album. Ce deuxième album dans ma tête c'était un truc symbolique parce que justement ça en est venu peut-être de Arcanan justement de pas réussir à produire ce deuxième album. On a une compo, 2 compos, 3 compos, et puis ça prend 1 an, 2 ans, et on s'en sort pas. Puis je dis, les gars, faut qu'on y aille, sinon on va s'entériner, quoi. Et donc, j'avais un peu, je me suis pas pris la tête, je dis, on va faire un EP, on va se faire plaisir. Bon, finalement, le premier album est sorti, puis après, je me suis dit, les compos, elles sont là, on va peut-être faire le deuxième album, et l'objectif était là. Là, pour l'instant, on est dans cette volonté de continuer, quoi, de faire des concerts et de se faire plaisir comme ça, quoi, sans se prendre la tête. On arrive à un certain âge où, si on voudrait aller plus loin, c'est plus forcément possible. Parce qu'on a une vie de famille, on a une vie professionnelle, donc il y a des choix, quoi.
la musique c'est de l'investissement, et c'est de l'investissement de temps et humain en fait quoi, et des concessions qu'on fera certainement plus à notre âge quoi. On va pas maintenant on peut pas plaquer notre famille et notre boulot comme ça pour dire allez on est parti, on part en tournée pendant 3 semaines. Non, c'est un équilibre à trouver de toute façon, Donc, de vivre sa passion comme on le voudrait en fait. Et un dernier mot, et donc voilà, donc on se fait bien plaisir, voilà. C'était tout. C'est vrai qu'il y a un côté genre rapport à la réalité, dans la société, enfin l'aspect famille, l'aspect travail, etc. Après là, on a su aussi saisir je trouve des bonnes opportunités. On a quand même bougé, dans quelques villes en France, et on a l'occasion aussi de jouer au Hellfest Off cet été. Donc il y a quand même, on est prêt à prendre sur nous, sur notre vie de famille, de travail, etc., des journées à droite à gauche où on se dit bah là en fait on va kiffer juste, genre tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, le résultat c'est un peu ça, c'est d'aller jouer dans des bêtes de soirées, de concerts, d'événements ou ce genre de choses, et on n'est pas fermé à l'idée de faire une mini tournée. Après c'est vrai que c'est plus complexe quand on se projette en disant on peut pas partir de moi quoi. Ouais, voilà. c'est sûr. Ouais. Et du coup, avec toutes ces expériences et tout, j'imagine que vous avez suivi un peu la scène locale au fil des années. Est-ce qu'il y a des groupes qui ont retenu particulièrement votre attention dans le Nord-Pas-de-Calais? Carrément, ouais. Enfin, c'est même ça, je pense, qui nous a amené à faire de la musique là où on en est actuellement, c'est de voir ces groupes-là donc commencer à emprunter des petites scènes, des bars et des festivals. Et je pense notamment à Arcanan, qui est quand même finalement, je suis désolé pour eux qu'aujourd'hui ça continue pas forcément, mais ils ont quand même lancé quelque chose, je trouve, où ils avaient leur public. Et puis moi il y a la prestance de Thomas que j'adore beaucoup. Il a une voix très particulière. Et pour moi, il a énormément de technicité et tout, mais du coup, je trouvais ça impressionnant, étant plus jeune, etc. Alors que j'avais déjà des projets et j'étais pas forcément jaloux ou quoi, mais je trouvais ça impressionnant. Et c'était vraiment des petits moteurs comme ça à droite à gauche. Et après, on a croisé la route de pas mal de bons petits groupes. Je pense à Firewheel. Je pense à Solar Eruption. Moi, je trouve que ils développent quelque chose qu'on n'avait pas forcément ici dans le coin de manière aussi développée. Et pareil, c'est impressionnant à voir parce qu'on a un niveau de technicité qui est quand même assez époustouflant quoi. Enfin, on les a vus il y a pas longtemps là, en fin d'année à la Bratcave. Ouais. Et moi je découvrais, je suis pas du tout d'esca, et bien en live j'ai bien aimé quoi. Ouais, carrément. Je leur lancerai une invitation à l'occasion. Ouais, c'est ça. Certains critiqueront le méta extrême c'est pas le deathcore. Je m'en fous, j'invite qui je veux. Ouais, carrément. Après on a eu à Rennes et Nantes, c'était Anesis. Avec qui on a joué, ouais. Très bon, beaucoup plus jeunes et tout, etc. Mais qu'ils ont déjà pareil, ont une cohésion entre eux. Et je pense que, en tout cas, je leur souhaite de continuer. Et tout à l'heure, je parlais d'Arcanon, donc il y a Unfate, donc le chanteur qui est dans un autre projet actuellement. Et pareil, c'est du soutien qu'on a pour eux, et puis une forme d'amitié qu'on a réussi à construire avec eux, où on est fiers d'eux, quoi. Enfin, c'est beaucoup de petites étapes qui se gravissent finalement dans les groupes locaux, et on adore ça, on en demande quoi, vraiment. Je te rejoins là-dessus. Moi je pensais à Stenga aussi. Complètement. Je pense à Stenga. Là il y a un nouveau projet là qui est en train de se ficeler, ça s'appelle Derelict. Donc des Lillois. Il me semble qu'il s'appelait Chairs avant de Showers. Et donc voilà, donc plus du death metal progressif. Puis donc je rejoins Charlie là-dessus, c'est que c'est impressionnant. Ça fait plaisir de voir que les projets arrivent avec un certain niveau, avec quelque chose de construit, de ficelé en termes d'enregistrement, de qualité de son, de qualité de prestation, les clips, ce genre de choses quoi. Voilà, peut-être que c'est l'ère actuelle qui maintenant permet ça. Mais
Ça joue, Ah. c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à la technologie. Ah. Moi, du coup, avec ce projet, je me remets au montage vidéo. Je faisais des montages vidéo quand j'avais 15 ans, avec Windows Movie Maker qui plantait tout le temps. Là, quand je vois les possibilités, tout est super facile. En fait, c'est trop bien, je m'éclate à faire des montages. Après, on a quasiment tous les mêmes outils. C'est ça qui est aussi impressionnant, c'est que de voir ce que certains en font. Et c'est ça qu'on retrouve chez les groupes avec qui on partage certaines soirées. C'est, on peut tous s'acheter une guitare, une batterie, etc. Et c'est ce que t'en fais. Et de voir cette cohésion humaine chez eux, et puis cette énergie, ouais, ça donne envie, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Alors, on va conclure sur vos dates à venir quand même. Ça marche. Donc là, on sera le 24 mai en Belgique, à côté de Mons, à Carognon, il me semble. Bon, enfin bref, une ville à côté de Mons. Au Foxy Rock Studio, un club qui a ouvert là récemment à côté de Mons. On sera, comme tu l'as dit, au Hellfest Off, à Clisson. On peut pas encore dévoiler la programmation, enfin le jour dans lequel on joue, mais bon, on y jouera le mercredi. Venez tous le mercredi, hein, faites pas le con. Donc on va jouer au Hellfest Off, donc ça va être cool, on a un festoche de programmé aussi en novembre, du côté de Douai. C'est quoi, tiens, ça m'intéresse. Ou ça, alors on peut pas encore le dire. on peut pas encore le dire, je sais pas trop. Ça va être une édition du Unfest. Une nouvelle édition du Unfest, donc c'est un festival qui est à l'initiative de Tom de Unfate. Voilà. Donc il a déjà fait une première édition, là ils vont faire une deuxième édition au mois de novembre. Et puis on a aussi un beau festoche l'année prochaine, un festival dans la Somme chaque année qui tombe en Pâques, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas dit le nom, c'est bon, ça passe. Et puis voilà, et puis donc après on est en pleine prospection, hein, de toute façon on a un projet de remonter une belle date. Donc cette année pour la release party on avait joué donc au Black Lab au mois de février. On est dans l'optique de recréer ce même genre d'événement sur l'île. Et puis voilà quoi, hein, donc à bon entendeur salut quoi, comme on dit. Les festivals toc 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 quoi. Et un truc que j'ai oublié aussi, on a joué une fois en Belgique au Titan. Non, c'était où? Avec Scared. Au MCP Apache. Au MCP Apache. Super là-bas, j'adore, j'y vais souvent. Et alors, on a joué avec un groupe ce soir-là où je suis tombé, carrément limite amoureux. Salut. Ça s'appelle Scared, c'est des Luxembourgeois. Et pareil, ils ont un album qui est sur toutes les plateformes de streaming, ou deux même. Et je suis tombé complètement fan après leur passage. Et pareil, ça c'est des trucs qui font dire que les soirées qu'on vit avec ces projets-là, donc à la base on déplace des meubles qui font du son et des fûts, c'est une organisation de malade. À chaque fois qu'on se lance dans un nouveau concert, c'est vrai qu'il y a toujours cette organisation qui prend énormément, mais en fait je pense que les découvertes de ces groupes-là, ces soirs-là, ça vaut le déplacement, ça vaut la séance d'ostéo le lundi au retour. Voilà, moi j'ai pas rien de spécial à rajouter là-dessus. Et du coup merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi, merci d'avoir joué le jeu. Bel échange. Voilà. C'était top. Super, donc merci Charlie, merci Simon. Merci à toi. Restez bien pour le débrief en off à la fin de la vidéo. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis merci. à la prochaine, en espérant vous revoir sur scène bientôt. Ça roule. À bientôt. Et c'est sur ces bonnes paroles que nous finissons cet entretien avec Charlie et Simon. Encore merci à eux d'être venus dans les entretiens du Terril. Il est vrai que le death metal, c'est un peu moins mon truc. Mais en revanche, voir des petits groupes se démerder pour proposer quelque chose, c'est toujours très très agréable. D'autant plus quand il y a le côté humain derrière, c'est ce que j'essaie de faire un peu avec ma chaîne. Mais n'en oublions pas que le métal extrême est aussi un style
sulfureux, chose qui s'oublie un peu aujourd'hui, là où il y a une police de la bien-pensance qui essaye toujours de nous taper dessus et de faire des chasses aux sorcières concernant certains groupes. Je pense notamment à ce qui s'est passé l'année dernière avec les venues de Destroyer 666 et Impal Nazaren, donc c'était au Summerfest et au Eindhoven Metal Meeting. Je vous laisse seul juge d'avoir un avis dessus. Encore une fois, tout le monde a le droit d'avoir un avis sur quelque chose, tant qu'ils ne viennent pas casser les couilles aux autres. Donc tout ça pour dire que pour l'instant, dans mes vidéos, le côté humain est mis en avant. On déconne, on rigole. Des fois un peu trop, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup changer, sans être non plus aimable comme une porte de prison. Je pense simplement qu'il y a un juste milieu. Et qu'il est dur pour l'instant de ne pas se laisser emporter. Je suis encore dans l'engouement de ces premières vidéos diffusées. Je suis très heureux de vous proposer quelque chose qui me passionne. Et ce, même pour un petit groupe qui fait son petit bonhomme de chemin, comme c'est le cas de Destructure. Je vous invite évidemment à aller écouter le groupe, un thème que je n'ai pas abordé, et j'en suis le seul responsable. Ce sont leurs clips, vous pouvez aller les voir sur leur chaîne YouTube. De toute façon, je vous ai mis, comme d'habitude, les liens en description par rapport au groupe, mais aussi sur les partenaires qu'on aborde, que sont les illustrateurs des pochettes, ou la page du professeur de batterie, du studio d'enregistrement. Bref, j'essaie d'être exhaustif, et s'il y a des oublis, c'est totalement de ma faute. Allez donc écouter Le Déni, qui est donc leur dernier album en date, et qui varie un peu leur death metal riffesque, si je puis me permettre l'expression. Je suis en partie d'accord avec le fait qu'il y ait moins de concerts aujourd'hui, mais comme nous l'avons dit dans l'interview, vraiment des concerts en salle. Les festivals se forment de plus en plus, du moins dans le Nord-Pas-de-Calais, et des structures qui grossissent pas mal et qui cherchent à se développer. Nous n'y échappons pas à cette petite folie des grandeurs tout en restant à notre niveau avec le Battle in the North notamment, car la première édition fut à la Brat Cave avec 5 ou 6 groupes. Mis à part l'édition Reloaded entre deux, qui était juste une date de concert one shot, on va dire, la seconde édition a pu avoir lieu dans la salle des fêtes de Wattignies, qui est d'une capacité de au moins 2 fois celle de la Brat Cave. Et pour l'année prochaine, si vous allez voir les dates, vous verrez que nous sommes déjà sur 2 jours. Et je pense que nous trouverons notre équilibre là-dessus. Ce qui est déjà pas mal en aussi peu de temps. Comme je le disais, ne soyons pas trop gourmands, car des associations se sont cassées la figure pour ce genre de raisons auparavant. Comme on dit, il faut apprendre de l'histoire, et c'est valable également pour notre scène métal extrême locale underground. Ces débriefs sont plus ou moins longs, il m'arrive d'avoir moins de choses à dire, c'est un peu le cas ici. J'en profiterai aussi pour vous donner des news de l'avancée de mes émissions, avec un très rapide point lors de ce débrief. J'ai eu beaucoup d'idées en tête depuis le lancement de la chaîne. Je ne veux pas lancer d'autres formats tout de suite, évidemment, ce serait un peu présomptueux. Restons spécialisés dans les entretiens des groupes du métal extrême du Nord-Pas-de-Calais. Mais sachez que, en restant sur une thématique similaire, soit aux entretiens, soit à la scène locale du Nord-Pas-de-Calais, la chaîne verra quelques nouveautés en fin d'année ou en début d'année. Il faut juste le temps que ce soit clair dans ma tête et que je mette cela en place. Et si je veux vous proposer des vidéos régulières, je pense que l'idéal est 2 vidéos par mois jusqu'à présent, il me faudra d'autres formats que juste des entretiens, car les gens sont motivés à venir, il y a un peu la file d'attente on va dire, mais il faut trouver un créneau, car je suis comme vous et les gens que je reçois sont comme vous en théorie. Nous avons un travail, nous avons une vie, parfois même une vie de famille. Et puis, on parle de scène locale ici, donc je ne vais pas vous apprendre qu'il y a énormément de concerts à faire, et parfois les choix sont difficiles. C'est pourquoi d'autres formats où je dépends moins des invités pourraient être intéressants. Mais bref, nous verrons cela. Pour l'instant, les rendez-vous se goupillent plutôt pas mal. Je remercie encore une fois toutes les personnes, il n'y a pas que des groupes, évidemment, toutes ces personnes qui ont accepté de venir, tout comme je trouve cela dommage que certaines personnes ne veulent pas venir pour des prétextes un peu fallacieux. Cela dit, la prochaine interview arrivera très vite, il ne me reste plus qu'à la monter, elle fut intéressante, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Il s'agira d'un groupe de black metal de la côte, et je diffuserai la vidéo un peu avant le 22 mai. Et ce n'est pas pour rien que je choisis cette date butoir,
afin de lâcher la vidéo. En effet, vous verrez, nous allons parler beaucoup d'histoire et de religion. Sur ce, je vous remercie, et comme d'habitude, vous le savez, si vous êtes acteur de la scène métal extrême locale, je vous invite à m'envoyer une invitation. Au plus vite vous me contactez, au plus vite nous pouvons caler un entretien. Donc évidemment, je m'adresse principalement au groupe, mais aussi, et je trouve qu'on leur donne assez peu la parole, à des gérants de labels, à des animateurs de radio, à ceux qui tiennent des fanzines ou des magazines ou même des webzines, et tous ceux que j'oublie, ceux qui sont derrière les orgas de concert, ceux qui gèrent des salles de concert un peu plus spécialisées dans le métal extrême, vous êtes tous les bienvenus, ici nous ne sommes pas chez les communistes. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, si vous regardez cette vidéo le soir de sa diffusion, et sinon une bonne continuation. J'ai hâte de vous croiser en concert, et n'oubliez pas de soutenir la scène locale underground. Ciao!